Du coup, la valeur du contrat explosait et on était genre censé générer donc, quasiment du 600 balles par mois avec quasiment, moi je crois que j'avais mis genre 300 € au début. Moi je me suis dit, je vais travailler X années, je fais un pari. Soit au bout de ces années, j'aurais travaillé pour rien et tout ce que j'aurais acheté, en fait ça vaut rien parce que Bitcoin échoue. Soit à 30 ans, je peux prendre une retraite. Socialisme et Bitcoin ne fonctionnent pas. Si t'es pas serein, bah tu te chies dessus, tu dors plus. Et en fait, au-delà de l'aspect financier, c'est bien d'être pété de thunes, mais si c'est pour ne plus dormir et mourir à 50 ans d'une crise cardiaque, ça sert à rien. Salut Alex, merci de me recevoir dans votre studio. Est-ce que tu peux te présenter et où est-ce qu'on est? Alors, déjà, on est chez nous, à la frontière suisse de Genève, côté France, parce qu'on a travaillé en tant que frontalier. Je dis on parce que j'ai un collègue Victor. À chaque fois, je vais dire on, mais j'existe aussi en tant qu'individu, parce qu'on a bossé en Suisse pendant longtemps, mais on se barre demain. Donc c'est notre dernier jour, enfin avant-dernier jour ici. Qui je suis, du coup je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans. J'ai été data engineer en métier pendant quasiment 4 ans. Donc principalement de l'informatique, traitement de la donnée, un truc un peu à la mode. Alors ça on comprend pas déjà parce que c'est ce métier, est-ce que tu peux nous en gros, c'est un métier qui a été très très à la mode ces dernières années, qui commence entre guillemets à devenir mainstream, dans le sens où, en gros, on voit souvent le métier de data analyst, en gros ceux qui analysent les données déjà propres. En gros, des entreprises produisent des données, ça peut être tout et n'importe quoi, peu importe le cœur du métier. Et derrière, en fait, ces données, faut les analyser pour en tirer ce qu'on dit des KPI, des informations pertinentes. Des indicateurs de performance, les taux de conversion, tous ces trucs-là. En vrai, ça a toujours existé. On le faisait depuis toujours, c'est juste que à l'heure de l'informatique, d'internet et du développement des capacités de stockage, etc., on a de plus en plus de données, donc il faut des outils et des personnes pour traiter ces données massives. Les data analystes, en fait, au bout d'un moment, ont été dépassés, parce que en gros, juste faire un fichier Excel où tu regardes les données, ça suffisait plus. Donc il a fallu des mecs comme moi qui développent vraiment avec du code des outils et qui utilisent des technos qui permettent de traiter des données massives, d'une certaine façon. Donc en gros, là, on parle de gigas, téra, pétaoctets, pas du petit fichier Excel de 10 mégas que tu traites ou tu fais ton tableau. Mais du coup, j'ai rage quit complet. Donc moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé 2 ans dans le conseil à Paris, puis 2 ans dans le conseil en Suisse, pas mal dans des groupes de luxe. J'ai fait Kering à Paris, j'ai fait Richemont en Suisse. Et en décembre 2024, on a décidé de se barrer. Donc je dis on parce qu'on travaillait tous les deux dans la même boîte aussi. Donc de démissionner pour lancer notre activité à temps plein, How to Bitcoin, qui est donc notre média sur Bitcoin, et accessoirement une autre activité à côté, parce qu'on aime quand même faire du dev, qui est Pixelysium, qui est une boîte où on fournit des prestations de services informatiques, on développe des logiciels, des applications, des sites internet, et en plus on bosse avec toi notamment là-dessus. Yes, magnifique. Déjà sur How to Bitcoin, juste 2-3 mots, comment ça vous est venu et à quel point est-ce que tu pensais qu'au bout d'un an ou un peu plus d'un an, vous en seriez là aujourd'hui? Ouais, alors en vrai, pas du tout. Nous, on a commencé ça ici quand on est arrivé là, en gros, il y a 2 ans. Moi, je suis arrivé en Suisse pour travailler de France. Victor, lui, était encore à Bordeaux. Je suis arrivé ici, je lui ai dit mon salaire et il est venu. En gros, ça s'est passé un peu comme ça. En gros, c'était une folie. Quand t'as l'habitude des salaires français et du cadre de vie français, quand tu te rends compte du cadre de vie que tu peux avoir ici en tant que frontalier, de ce que tu peux gagner, surtout quand t'es jeune. Nous, on avait 24 ans. À cet âge-là, quand on propose des salaires aussi élevés, autour des 100 000 annuels, forcément, ça attire. Sur le même métier, hein. Et sur exactement le même métier. Et en plus, quasiment dans les mêmes conditions, parce qu'en plus, moi, je passais quasiment d'un groupe de luxe à un autre. Donc en plus, le secteur métier, c'était vraiment pareil. Donc on est arrivé ici, et en fait, nous, on avait une expérience de YouTube avant. On avait une chaîne qu'on a créée en école d'ingé, donc il y a maintenant 6 ans, même plus. On faisait des tutoriels PowerPoint. Ça s'appelle ProLearning, pour ceux que ça intéresse. C'est une chaîne où pareil, en fait, on se faisait chier à un moment. Et quand on se fait chier, au lieu de regarder Netflix, on se dit, vas-y, on va faire un truc intéressant et utile. Et donc là, on avait fait des tutos PowerPoint. Le sujet est chiant à mourir.
parce qu'on a en vrai, ça intéresse personne. Enfin, en fait, si, ça intéresse énormément de monde, Ça a marché. mais ça a très bien marché. La chaîne, elle a quasiment 20 000 abonnés. On est quasiment leader francophone sur le sujet. OK. On a fait après des tutos Excel, Canva, enfin bref. On s'est diversifié sur les logiciels en général. Et Euh, bientôt l'IA, j'imagine? alors on aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Mais en vrai, ouais, là, si on avait le temps, on ferait des vidéos sur l'IA parce qu'on l'utilise au quotidien et qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pas le temps. Du coup, on avait déjà cette expérience de YouTube et quand on est arrivé ici, on s'est dit: «Tiens, heu, on se fait un peu chier parce qu'il y a pas grand chose à faire ici. Nous, toute notre vie, elle est à Paris. Faut qu'on fasse un truc». Et ça faisait quelque temps, qu'on avait découvert Bitcoin, nous, mais on s'en était un petit peu détaché. Mmh. Et là, on commençait à vraiment se remettre à fond dessus. En gros, on était en 2022, OK. donc post, bull market, bon bear market. On commençait à vraiment être pas mal. On avait fait une conférence même dans notre précédente boîte ensemble sur Bitcoin et tout. OK. Et là, on s'est dit: «Faut qu'on fasse un truc» et on s'est dit: «On va faire un comparateur de hardware wallet OK. qu'on va faire sur notre site internet». Mmh. Donc le truc à la base, c'était pas une mauvaise idée parce que ça existait pas et ça existe pas vraiment encore, surtout en francophonie. Ouais. Le problème, c'est qu'on a mis, 2 mois à faire le site, qu'au début, il y avait pas de trafic, il était pas indexé sur Google, c'était un enfer. Vraiment, on a fait tout ça un peu pour rien. En fait, ce qui a tout changé, c'est un jour Victor qui allait à BTC Prague, donc une conférence à Prague, et je sais pas comment c'est parti. On aurait dû documenter ça, Mmh. mais en fait, il s'est dit, «Je vais prendre mon téléphone, je vais prendre un micro à quelqu'un et je vais poser des questions aux gens et on va filmer ça, en posant le tel comme ça dans un coin de fenêtre». OK. Et en fait, à partir de là, il a commencé les interviews. Mmh. Donc il en a fait, je sais pas, quasiment une dizaine là-bas et de plein de gens différents. Il y a Kevin Loeb de Liana, Ouais. le CEO de Bitbox, Mmh. qui est maintenant notre partenaire. OK. Il y a enfin bref, il en a fait plein. En vrai, un peu toutes les grandes enseignes de l'écosystème Bitcoin, Ouais. il les a faites et au final, nous, on s'est dit: «Bon, maintenant, il faut qu'on les publie», donc ça veut dire chaîne YouTube. Alors, on avait déjà créé une chaîne YouTube 2 ans avant, 1 an et demi avant, pendant le bull market sur les cryptos. Voilà, mea culpa. Ouais. C'est la même chaîne qu'on a rebrandée, HTB à la base. Elle avait un autre nom. OK. Elle était sur, les cryptos. Voilà, on OK. a tous Ah, mais ça je suis désolé, on a tous un passé sombre. Non, mais justement, je pense que, enfin, la finalité de ça, c'est que vous êtes aujourd'hui, un des meilleurs médias, si ce n'est le meilleur média Bitcoin, en France. Si. Et hem et du coup, moi, j'aimerais revenir forcément à avant Ouais, Bitcoin, les erreurs à ne pas faire et cetera. ouais. Comment tu as découvert déjà, toi, les cryptos? Et Donc en fait, nous, enfin nous, je vais arrêter de dire «nous». ouais, je t'interviewe, toi. Moi, j'ai découvert Bitcoin en 2017, et en vrai, ça va être assez utile pour comprendre tout le cheminement parce que ça vient de loin. Donc ouais, 2017, un mec dans notre classe, bon pour le coup, on était dans la même classe, donc je suis obligé de dire «nous», mais il y a un mec qui nous a parlé de Bitcoin. Mmh. Du coup, lui, il en avait acheté un peu et il nous a dit: «Ouais, c'est le futur, c'est les crypto-monnaies, machin, faut en acheter». Donc qu'est-ce que je fais? Premier truc que j'achète, genre du IOTA. C'est une merde infâme, n'achetez pas ça. OK. Ça existe encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui en parlent, mais c'est un shitcoin. Et donc, on achète tout et n'importe quoi, genre on se chauffe, on investit dans des petits projets, des ICO, c'était l'ICO, folie là, au moment tout le monde lançait un coin sur Ethereum, c'était n'importe quoi. On achète tout et n'importe quoi, on commence à faire des bonnes perfs sur certains trucs. Alors plus Victor que moi j'étais vraiment mauvais et surtout à un moment je me dis: «Tiens, il y a un truc qui a l'air sympa, c'est le mining». Et là, il y a un mec de notre classe, un autre, vraiment il y avait des brochettes de mecs, c'était fou. Parce que attends, là, à ce moment-là, tu es en école d'ingé On est en, ou avant? ouais, 3e année d'école d'ingé, 4e année? OK. Ouais. Ah non, pardon, 2e année d'école d'ingé. Donc on a, 20 ans. OK. 2e année d'école d'ingé, donc le mec arrive et nous parle de mining et il nous dit: «Ouais, moi, en fait, il y a une boîte qui mine du bitcoin pour moi et en fait, j'ai un contrat avec eux, ça s'appelle du cloud mining» et en fait, l'entreprise, c'est Genesis Mining, qui appartient à Gemini, il me semble, si je dis pas de conneries. Et en fait, il nous dit: «Bah, en fait, moi, j'ai payé un contrat, j'ai donné une somme et je loue des machines de mining et eux, ils me reversent les récompenses, ils me déduisent l'électricité et des frais et tous les mois, en gros, j'ai du BTC qui tombe». Yes. Et nous, on trouve ça fou. On se dit: «Putain, c'est fou» et en plus, tu sais, ils te mettaient des beaux calculateurs en mode: «Si tu mets ça maintenant, combien tu vas obtenir et tout, selon la difficulté». Bref, trop stylé. Mmh. Du coup, nous, on se dit: «Bah, go».
À ce moment-là, tu comprends pas Bitcoin, là, On tu comprend juste, rien, on comprend rien du tout. argent On sait pas ce que c'est. OK. Nous, on veut juste devenir riche et on est des petits étudiants, où on a genre, allez, 300 balles à investir. Mais cette histoire, je l'ai racontée sur YouTube et il y a une vidéo que j'ai sortie il y a longtemps qui raconte cette histoire en détail. Elle est folle. OK. Et en gros, le mec, donc nous chauffe et en fait, le problème, c'est que Genesis Mining était en rupture de stock. OK. C'était pas un red flag parce que pour le coup, s'ils sont vraiment en rupture de stock, ça veut dire qu'ils vendaient quand même à peu près la vraie puissance de mining qu'ils avaient. Parce que nous, du coup, on s'est dit merde, ils sont fermés. Du coup, ils avaient des concurrents. Et on allait chez une boîte, Hflare, voilà, qui faisait la même chose. Mais eux, ils avaient de la place et limite, ils étaient moins chers. Enfin, un truc de fou. On investit dessus et paf, les récompenses commencent à tomber. Ouais. Folie. On se rembourse assez rapidement. Mais eux, forcément, qu'est-ce qu'ils te disent? Plutôt que de retirer l'argent, ils te disent réinvestis. Genre, en fait, tu réinvestis dans ton contrat, tu réinvestis un vrai Ponzi. Et c'était l'époque où, en plus, il y avait quand même pas mal de Ponzi qui voyaient le jour. Il y avait BitConnect, il y avait des trucs genre, pour les OG, genre Laser Online, le truc qui te fait les 10% par jour. Genre, c'était écrit que c'était un Ponzi, tu vois, mais c'était le premier qui sort et il a gagné. OK. Et on commence donc ce contrat et tout. Et on était donc pendant la phase ascendante de 2017. Début 2018, ça commençait déjà à puer un peu. OK. Et en fait, il y avait un truc dans le contrat qui disait que si les récompenses de minage ne suffisaient pas à payer l'électricité plus les frais, bah, tu recevais plus de paiement. Bon, ce qui était logique en soi. OK. C'est-à-dire si c'est plus rentable, on ne paye pas. Le deal est honnête. Sauf que il y avait plusieurs différentes clauses. C'était un peu une poupée russe. Ça, tu te disais, ok, ça a vite commencé à plus être rentable. Sauf que nous, comme des cons, enfin surtout moi, j'avais tout réinvesti dedans. Donc en gros, j'avais un gros contrat qui pouvait rapporter beaucoup, mais qui rapportait plus rien. Donc j'avais rien cash out. Et le contrat commençait à valoir quelques milliers d'euros à ce moment-là parce que le prix du BTC avait augmenté de ouf. En gros, quand on a commencé, c'était un BTC, tu vois, à 4-5 000 $. OK. Et là, il était monté à 20 000. Donc déjà, rien que juste si on avait gardé nos BTC, on aurait fait x3, x4. Du coup, la valeur du contrat explosait et on était genre censé générer, je te dis une connerie, genre peut-être 15-20 euros par jour. Donc quasiment du 600 balles par mois. OK. Avec quasiment, moi je crois que j'avais mis genre 300 euros au début. Donc le truc super rentable et tout. Le mining a commencé à arrêter d'être rentable en 2018. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi découvert un truc, c'est qu'au bout, si pendant genre, je crois que c'était 30 jours, ton contrat n'est plus rentable, il l'arrête. OK. Et là, en fait, ce que tu peux récupérer, c'est seulement ton solde de BTC miné. Sauf que moi, mon solde, il était à 0, parce que j'avais tout réinvesti. Et là, il restait des poussières. Mais il restait des poussières, c'était quand même genre, je sais pas, 40, 50 balles. En fait, ils avaient fixé un seuil de retrait. Et j'étais en dessous aussi. Donc bref, c'était mort, en fait. Il y avait aucun moyen. Tout perdu. Mais on s'est dit, bah, c'est pas grave, le Bitcoin va remonter et tout, parce qu'on commençait de notre côté à s'intéresser, à essayer de comprendre et Donc tout. ce projet, c'était marrant. Ah oui. D'accord. Ah, c'est bon. Non, oui. Perdu, t'es reparti sur quelque Alors, chose bah, en d'autre. fait, le truc marrant, c'est qu'à un moment, bah, moi, je continue à vérifier et tout. Et en fait, un jour, le site est passé en maintenance et il est resté en maintenance pendant 3 ans. Maintenant, il a disparu. Donc, voilà, ils se sont barrés avec la caisse. Voilà, Ouais, c'était voilà, le classique. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est de pas investir dans un truc que tu comprends pas. Yeah. Nous, on comprenait pas le mining. Et si on m'avait dit un jour comment est-ce que ça se passait vraiment, je l'aurais pas fait. Aujourd'hui, il y a des boîtes sérieuses qui le proposent. Des gens bah, qu'on connaît, tu vois, Florent Gabriel, Ouais. qui propose ça. C'est un peu le même concept. Mais déjà, c'est un mec que je rencontre. Ouais. Il va m'envoyer une photo de ma machine. Je vais avoir des trucs en temps réel. Je sais que c'est des bosseurs qui font pas de la merde. Ça peut foirer si c'est pas rentable, mais au moins, c'est pas un scam. Ouais. À cette époque-là, c'était full scam. C'était impossible de faire les choses bien. Du coup, nous, très malins, on s'est dit, on se désintéresse complètement. Moi, j'ai complètement arrêté de m'intéresser à cet écosystème. Je suis aussi passé par une phase un peu trading et compagnie, mais c'était avec des petites sommes, levier x100 sur Bitfinex. C'est le genre de truc de débile mental. Mais je l'ai quand même fait. Et au final, moi, ça m'a vraiment servi de vaccin. En gros, j'ai vraiment tout perdu. J'avais peut-être en tout, j'ai dû perdre 1000 balles, tu vois. Okay. Et quand t'es étudiant, machin, c'est un peu relou. Mais ça m'a pas traumatisé. J'étais juste en mode, ok, les cryptos, c'est de la merde. 2021 arrive, rebelote, et là je crois que c'est Victor qui revient vers moi et qui me dit ah au fait, parce que lui il avait des potes qui étaient un peu plus dans l'écosystème, et c'était pareil, encore une époque où là il y avait plein de projets qui commençaient à spawn et tout. Ça et les NFT. Ouais, la DeFi, les NFT, toutes ces conneries. Ouais. Et là pareil, all-in. Sauf que là moi je crois qu'on commençait, on rentrait en stage de fin d'études. Donc, tu vois, tu gagnes entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc, tu commences à avoir de l'argent. Moi, j'étais encore chez mes parents. Okay. Donc, voilà, c'est de l'argent de poche. Et qu'est-ce que je veux faire de l'argent de poche? Je veux m'acheter un yacht avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? DeFi à fond. Et là, en vrai,
on commence à avoir des gros chiffres. Genre, il y avait un projet qui avait pour ambition de concurrencer OnlyFans. En gros, c'était une plateforme qui était censée faire du OnlyFans, mais en gros, les photos, c'était des NFT et tout. En vrai, l'idée sur le papier, elle est super clean. Quand tu te mets dans leur mindset, tu te dis, en vrai, l'idée, elle est bonne. Et surtout, et tout ce qui a changé, c'est qu'à un moment, je crois que c'est la régulation US qui a dit à OnlyFans, vous arrêtez le contenu pour adultes. Ok. Et là, le projet, il a fait une verticale, mais genre, je sais pas, genre x10, x15, tu vois, en 24 heures. Et nous, on commençait à en avoir pas mal. Victor, il était assez proche il était dans le Telegram de la team et tout, il parlait avec eux. Insider trading. Ouais, voilà. Non, mais il y a rien qu'à l'air. Mais juste, on commençait à vraiment être chaud et tout. Et là, on s'est vu riche, tu vois. Genre là, c'était quelques centaines investis, on commençait à avoir quelques milliers. Moi, je commençais à vraiment être bien, et je me disais, vas-y, le million, ce truc, ça va percer. Bon, manque de peau, le régulateur a dit, en fait, non, c'est bon, continuez les trucs à caractère sexuel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le token, il a dump, mais il continuait, tu vois, son petit bout de chemin. Et puis, en fait, à cette époque-là, tout montait. Vraiment, tout montait. J'ai pas acheté un seul centime de BTC à ce moment-là. J'étais all shitcoin. Bon, ce truc-là a fini par crever. Je crois que j'en ai toujours sur un wallet MetaMask. Faudrait regarder ce que ça vaut. Ensuite, il y a eu la phase DeFi, donc PancakeSwap, toutes ces conneries et tout. Tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça allait dans tous les sens. Et il y a eu un projet qui nous a vraiment rendu fous, et je pense que Victor t'en parlera mieux que moi parce qu'il est vraiment allé loin là-dessus. Mais en gros, ça s'appelait Hot Potato. Et c'était le jeu de la patate chaude. En gros, tout le monde se connectait à une espèce de plateforme, et il y avait une musique qui tournait. Et en fait, tu faisais un pari, et plus tu restais longtemps sur la musique, enfin sur la partie, plus tu gagnais avec un coefficient multiplicateur ce que tu avais mis. Mais n'importe qui dans la partie pouvait arrêter, et du coup, ça faisait perdre aux autres ce qu'ils avaient mis, lui récupérer une partie. Et en fait, le but, c'était de sortir à temps avant que les autres retirent. Tu vois, c'était le jeu de la patate chaude. Et en vrai, on arrive dans le projet, on est les premiers. Il n'y a personne dessus, vraiment, on est 2 pecnos dessus. Quelques mecs de la team qui ont injecté un peu d'argent pour mettre de la liquidité. On joue, on commence à farm et tout. Et là, il commence à y avoir des chiffres importants qui rentrent. On en parle à certaines personnes qui rentrent, ça fait de la liquidité, machin. Donc ça commence à être pas mal. Et là, à un moment, je crois qu'il y a commencé à avoir pas mal de thunes qui sont rentrées dedans. Et là, on commence à posséder un certain pourcentage de la supply, tu vois. On commence à se dire, bah, en fait, on commence à influer. Alors moi, j'étais un petit bonnet, tu vois, c'était quelques milliers d'euros, mais l'autre fou furieux, c'était en dizaines de milliers à un moment. Ok. Mais tu sais, ils te disent, genre, t'as 50K, mais si tu vends, en fait, tu peux récupérer que genre 15K, parce que tu fais tellement baisser le cours qu'en fait, faut lisser le truc. Ce qui fait que, je me souviens plus du terme pour ça, mais bref. Ce qui fait que, mais ça voulait dire qu'en fait, t'avais quand même pas mal de milliers d'euros qui étaient récupérables, hein. Donc c'était de l'argent qu'on pouvait récupérer. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien récupéré. On s'est dit, bah, go to 1 million. On n'a rien vendu, tout perdu. Parce que le projet, bah, forcément, il servait à rien. Il était très marrant, mais c'était un truc sur Polygon, en plus, complètement foireux. Ok. Donc, pareil, zéro. À la fin, rien du tout. En 2021. 2021, et là, on s'est dit, à défaut de gagner de l'argent, on va aider les gens à en perdre aussi. Mais nous, en vrai, on avait de très bonnes intentions. On s'est dit, vas-y, faut qu'on en parle, c'est une révolution. Juste, il n'y a pas assez de gens qui en ont entendu parler. Donc, on crée une chaîne YouTube, donc je tairai le nom. On commence les vidéos, tutoriel Binance, comment interagir avec la DeFi, tuto MetaMask. Mais franchement, c'était pas hyper scammy. Maintenant, comment je le décris, ça a l'air. Mais tu vois, c'était 2 jeunes qui essayaient de partager un peu ce qu'ils comprenaient. On avait fait des C'est vidéos. ce que 90% des gens font. Et qui font encore aujourd'hui. Ouais, voilà. Non, aujourd'hui, tu mets nos vidéos aujourd'hui, ça choque personne. Mais nous, c'est ultra choquant. C'est d'une violence inouïe. Quand on regarde ça, ça a aucun sens. Ouais. On avait même fait des vidéos, éviter les scams et tout. Donc en vrai, le contenu était pas mal parce qu'on avait déjà l'expérience de YouTube. C'est juste que bah, le bear market a commencé à faire un peu mal aussi. Donc on s'est désintéressé des cryptos. Il y a une vidéo, je sais pas si elle est en privé, où c'est moi complètement saoulé face caméra qui dit genre j'en ai ras le cul. Genre on l'a regardé. J'abandonne. Genre tu sais, mais le mec blasé de A à Z. Je me suis dit, mais à quel moment avec du recul quelqu'un a envie de regarder ça? Tu sais, je suis genre là comme ça. Je fais ouais, j'en ai plein le cul. De toute façon tout ça c'est de la merde. Et le truc n'avait aucun sens. Mais au final, ça venait du cœur et ça représentait vraiment mon mood de l'époque. Et là, je commençais déjà à dire, de toute façon, il y a que Bitcoin et Ethereum. Je n'étais pas encore parfait, mais ça commençait déjà à être cohérent. Et là, ça a été le début du shift. Et en fait, le shift est apparu quand Victor a lu de Bitcoin Standard de Saif Dynamos. Ok. Il l'a lu.
Et en fait, moi, c'est arrivé au moment, oui, parce qu'il y a ce gros épisode où j'étais investi sur Terra Luna. OK, waouh, Et le projet. ouais. Et en fait, comment ça s'est passé? Encore une bonne idée. J'avais un livret A que mes parents m'avaient donné, parce que, bah, ils sont gentils et que l'héritage, c'est cool. Et donc, ils m'avaient laissé ça et moi, je me suis dit: 3 par an, c'est pas assez. Mmh. Alors que 20 20 c'est mieux, surtout quand il y a pas de risque. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le livret A, je vais sur Encore Protocol qui tournait donc, via le projet, Luna. Donc Luna, en gros, il y avait un espèce de symétrique entre Terra, le Luna Coin, qui était un coin, propre à la blockchain Terra et l'UST, pardon. L'UST, on s'en fout. Bref, c'est un stablecoin qui était indexé sur le dollar, mais c'était un stablecoin algorithmique, ce qui fait que, en fait, le prix était maintenu, par le stock d'assets que possédait la fondation, Terra Luna. Et en fait, ils achetaient ou revendaient des assets selon la demande en UST pour le maintenir à la parité avec le dollar. Yes. Fiable. Bon, moi, j'avais même pas compris ça quand j'ai acheté au début, hein. J'ai juste vu 20 je me suis dit: «Vas-y, let's go». Et en plus, ça avait vraiment c'était en tendance, hein, genre Asher en parlait, sur Meria, enfin, Just Mining à l'époque, ils en proposaient aussi, genre c'était pas un truc sombre. Ouais. C'était vraiment un très gros truc, il y avait, je crois 60 milliards, un truc comme ça, c'était énorme. Ouais, à l'époque. C'est même monté à plus, je crois que Terra, Luna est monté à 100 milliards de market cap à un moment. Ça a été le coin qui a fait le plus gros multiple, genre il y a des gens qui se le sont tatoués et tout, genre, truc de fou. Et du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bah, vas-y, c'est pas risqué, OK». Donc moi, je fais ça, je dis aussi même à mon père d'investir un peu via Just Mining, alors l'erreur à la con. Ah wow. Et au début, bah, le rendement tombe, tu vois? Tout va bien. Genre, je me dis: «Bah, je fais du 20 je suis solide». Genre les bonds américains, aux chiottes, genre tu fais du 20 c'est cool. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, le temps passe et il commence à se passer le DPEG, le fameux événement où en fait l'UST a cessé d'être indexé sur le dollar. OK. Il y a un moment où ça a commencé à bouger. Et en fait, il y avait des rumeurs, bah, comme quoi en fait c'était de la merde, et c'était pas des rumeurs, c'était une réalité. Et surtout que derrière, le fondateur en fait c'était une énorme ordure, qui jouait avec la trésor, du projet, enfin il faisait n'importe quoi. OK. Et en fait ça a commencé à se voir, et à un moment l'UST a commencé à dépeg. Genre au début tu vois c'était 2 mais 2 c'est beaucoup. Ouais. Parce que t'imagines faire 20 de rendement, déjà on t'enlève 2 parce que l'actif que t'as se déprécie alors qu'il est pas censé se déprécier. Ça a aucun sens. Ouais. Donc ça commence à être bizarre. Et bon à ce moment-là, j'avais pas encore retenu les leçons. Je me dis: «Ouais, Ça on passe. s'en fout, 2 ça remontera». Manque de peau, là, ça a commencé à vraiment après tanguer. On passe à du -10, -20. Et genre là, ça commence à vraiment beaucoup bouger. Je fais: «Ouais, c'est chaud». Mais là, je me dis: «Pas grave, ça va remonter». Je voulais pas encaisser ma perte parce que là, à 2 j'étais encore en bénéf avec les 20 annuels. Là, j'étais à perte. Et là, impossible de me dire: «Attends, j'ai pris un livret A, je le mets sur un truc qui doit me rapporter et en fait, je suis en train de perdre de l'argent», alors que pour moi, c'était vraiment un livret A, tu vois? Genre, c'était un livret A labellisé, libellé en dollars qui rapporte 20. Genre, tout Ah, va c'est comme bien. ça que tu le voyais? Ah, moi, je le voyais vraiment comme ça. En fait, pour moi, c'était pas du tout un investissement risqué ou quoi. Moi, je le voyais vraiment comme un produit d'épargne qui rapporte plus, et c'est un bug dans la matrice. Juste, il y a pas assez de gens qui l'ont découvert. OK. Genre, ça avait aucun sens, hein, avec du recul. C'est Mais j'étais complètement con, hein. Ça, y a aucun doute là-dessus. Et du coup, bah, je me suis dit: «Vas-y, ça va remonter et tout». En parallèle, j'avais aussi pas mal d'argent sur Nexo. Bon, c'est une plateforme qui existe toujours, qui propose du rendement, mais eux aussi étaient exposés à l'UST. Mais bon, bref, longue histoire. Ça continue, et là, par contre, ça part complètement en couille. Genre là, je dormais plus, je restais comme ça devant le graphe, et puis je me dis: «Bah, de toute façon, ma vie, c'est de la merde». Et donc là, ça commençait à vraiment devenir chaud. Je me disais: «Bah, comment je vais faire? Je suis foutu». Il y avait quand même des grosses sommes en jeu, enfin, surtout pour moi, à cette époque, c'était beaucoup. Moi, j'avais commencé mon CDI, donc je commençais à gagner ma vie, tu vois? Genre un 2005 net, par mois et quelques. Mmh. Et en fait, je commençais à faire les calculs. Je me disais: «Bah, vas-y, j'arrive à épargner à peu près 1 500 € par mois, peut-être un peu plus. Combien de temps il va me falloir pour, récupérer tout cet argent?» Oh, Et là, je me disais: «Bah, 1 500, il va falloir que je travaille quasiment 2 ans», tu vois? C'est-à-dire que là, je viens de perdre, 2 ans de ma vie, 2 ans de vie. en pensant investir dans un livret A pourri, c'est chaud. Et encore à ce moment-là, c'était pas tombé à zéro. Ce qui se passe, c'est que là, ça commence à vraiment baisser, et à côté de ça, moi, j'étais full exposé aux cryptos encore. Ouais. Donc Ether, Atom, Solana, bon, toutes ces daubes, pas de Bitcoin quasiment. OK. Et là, en plus, tout le marché plonge parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour maintenir l'UST, il fallait que la fondation vende les assets qu'ils avaient.
Et les assets qu'ils avaient, c'était quoi? Des cryptos. Donc ils vendaient du BTC, c'était l'un des plus gros possesseurs de BTC à l'époque. C'est pas vrai. Donc ils vendaient massivement du BTC, ça entraînait toutes les cryptos avec. Donc ils liquidaient tout, ce qui faisait baisser le prix des actifs. Tout le monde de l'autre côté vendait, l'UST continue à baisser, et en fait il y a eu une spirale infernale qui a fait tendre l'UST vers zéro. Sauf que moi, du coup, je voyais tout mon wallet baisser, toute mon épargne baisser. Là, je me suis dit, bah, je suis en fin de vie, en fait. C'est fini, tu vois. Genre, en fait, ça va me finir, cette histoire. Et je me souviens très bien de ce jour-là, c'est que ça arrivait dans la nuit où on partait en séminaire d'entreprise avec notre boîte. Oh putain. Et genre, le lendemain matin, genre à 6h à Gare de Lyon, on se retrouvait tous pour partir en séminaire. Tu sais, genre, le truc censé être fou. Ouais. Et moi, j'arrive, genre des cernes jusque-là, pas dormi. Là, j'étais ruiné à ce moment-là. Ok. Et je me suis dit, bon, vas-y, de toute façon, ma vie, elle a aucun sens, autant kiffer un peu. Et en vrai, on avait passé un bon moment là-bas, ça m'avait permis de me changer les idées. Et vu que Victor, en fait, commençait à être vraiment bien bitcoinisé, c'est là où je me suis dit, bon, je vais essayer de comprendre Bitcoin. Okay. Donc, à ce moment-là, tu avais lu... Enfin, j'aime bien faire le parallèle entre le niveau de lecture, on va dire, ou le niveau de culture sur les cryptos et les erreurs à faire. Parce qu'à ce moment-là, en fait, t'as lu aucun livre. Ah non, moi j'ai juste lu des white papers, enfin des white papers, des résumés de white papers qui sont... Des promesses de vente. Ah non, mais c'était... Bon, en vrai, encore je dis je les ai lus, je les ai balayés, tu vois. Ouais. Non, j'avais aucun niveau de connaissance. C'était niveau formation, zéro. Ah non, rien. Pas de lecture. Vraiment, pas de formation, pas de lecture, et une curiosité seulement d'un point de vue financier. Genre juste gagner de l'argent. Okay. Le reste, rien à foutre. Okay, donc, les éléments. Ouais, non, mais c'est un peu ce qui arrive à tout le monde, j'ai l'impression. C'est l'aventure du bitcoiner. Et donc, suite à ça, je me suis dit, bah, je vais convertir tout ce que j'ai en bitcoin. Alors, j'avais gardé un peu d'Ether, tout converti en bitcoin, et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, j'achète juste du bitcoin. Okay. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé un investissement journalier en bitcoin. Bon, au début, je conservais j'achetais 80% de bitcoin, 20% d'Ether. Parce que bon, j'étais pas encore parfait. Et je me suis dit, vas-y, je mets ça, j'alimente mon compte, et j'arrête d'y réfléchir. Genre, je commence à m'y intéresser, mais je sépare l'investissement de ma culture et de mes connaissances. Parce qu'en fait, faut arrêter les conneries. Cet écosystème, c'est de la merde. Le seul moyen que je devienne riche un jour, c'est d'avoir du bitcoin. Et le seul moyen que j'arrête d'être con, c'est de comprendre ce que c'est. Mais il n'y a pas d'intermédiaire où en fait t'étudies bitcoin mais t'achètes des shitcoins, ou t'étudies les shitcoins parce qu'en fait t'as rien à étudier de toute façon. Et pour moi, la seule façon de faire saine, c'était de faire ça. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Parce que là, du coup, Victor, pour mon anniversaire qui est tombé après, m'a offert de bitcoin standard, que j'ai lu. Ça a été première claque, je me suis dit, ah ok, ce truc, ça marche bien. Ensuite, j'ai acheté de fiat standard. Le deuxième de SafeDean. Le deuxième de SafeDean. Entre-temps, je me suis dit, bah en fait, là, pour regagner de l'argent, il faut que je travaille 2 ans en France. Ça va pas le faire. Je vais me casser en Suisse. Ok. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, bah en fait, comment je peux gagner plus d'argent? Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, je vais plus gagner de l'argent en faisant un levier x100 sur des shitcoins. Faut que j'arrive à avoir plus d'entrées d'argent sur. Et je me suis dit, bah, augmenter tes revenus plutôt que d'aller chercher un rendement aberrant. Okay. Et donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis dit, bah, faut que j'augmente mes revenus, faut que j'ai un meilleur salaire. Parce que c'est le seul moyen de level up. À ce moment-là, on avait un peu une vibe entrepreneur, on avait monté un projet foireux, on faisait des sticks à lèvres dans des tubes de colle. Une histoire encore à dormir debout, mais on va pas avoir le temps pour ça. Mais tu vois, on avait un peu cette fibre, mais pas de projet concret, pas d'expérience pro significative pour faire 1 million en 6 mois. Donc je me suis dit, bah en fait, il faut juste que j'ai un meilleur salaire. La Suisse a été d'une évidence absolue parce que pas trop loin de Paris. Moi, j'avais ma copine que j'ai toujours et ma famille que j'ai toujours à Paris. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'expatrier au Texas. Parce que relou pour revenir, ça implique quand même de gros sacrifices. La Suisse, c'était faisable, c'est à 3 heures de train. Donc, j'avais commencé à regarder vite fait. Puis je me suis un peu découragé. J'avais eu un entretien pour la banque Pictet. Mais ce qu'ils faisaient, en tant que tech, c'était très très à l'ancienne. Pas intéressant, donc je m'étais dit non. Et en fait, après, j'ai eu un rappel d'une agence de recrutement. Ils m'ont proposé un poste chez Richemont. 2 semaines après, c'était signé. 3 mois après, j'y étais. Alors, le truc est allé super vite. Genre, je me souviendrai toujours du dernier jour quand j'ai pris le RER pour aller poser ma démission dans mon cabinet de conseil où j'étais. J'avais 2 fiertés. 1, je venais de tripler mon salaire. Et 2,
je me disais, c'est la dernière fois que je prends le RER pour aller travailler. Oh, Genre, c'est une folie. wow. Genre, moi, j'en pouvais plus des transports. En plus, à ce moment-là, j'étais chez EDF, renouvelable. Ok. Un cauchemar. Genre, vraiment, c'était horrible. Genre, Tout ce que tu critiques. ouais, tout ce que je critique, c'était vraiment un cauchemar. Ça avait aucun sens, je bossais pas, je foutais rien. Et je me disais, quitte à faire la même chose, mais autant être bien payé, quoi. Donc, je suis parti en Suisse et c'est là où j'ai pu vraiment beaucoup augmenter mes revenus Ouais. et all-in Bitcoin. C'est-à-dire tout ce que je gagne, enfin tout ce qui me reste, Bitcoin. Alors, c'est pas à toi que je vais apprendre que quand on commence à comprendre Bitcoin et à découvrir ce que c'était, surtout que moi j'ai lu les talons fiat juste après, parce qu'en gros, j'étais parti au Mexique avec ma copine. Oui. Et alors un conseil, hein, ne lisez pas des livres sur Bitcoin ou quoi en vacances, parce qu'en fait vous profitez pas des vacances. Ouais. Impossible. Moi, Surtout les talents Fiat, c'est le deuxième. ouais. Il est horrible. Moi, il m'a mis des peurs. Ouais, bah on l'a quelque part ici, Ok. mais en fait, en vrai, j'ai passé un très bon moment. C'est juste que j'avais beau être dans l'un des plus beaux endroits du monde, machin, j'étais en mode, non, en fait, le système il est cassé, ça Pas du rien tout. ne va, mais regarde-moi ce truc de merde et tout. Genre, je remettais tout en question et tout. Donc, au final, j'en ai un excellent souvenir. Surtout qu'au final, je m'étais fait voler toutes mes valises là-bas. Donc, au Ça final, va bien, j'avais mais- heureusement que j'étais concentré sur autre chose à certains moments. Et donc, en fait, ça a vraiment changé ma perception du monde complètement. Et du coup, ça m'a permis de me dire, ok, j'ai pas besoin de m'acheter tous les jours des nouveaux trucs. Enfin, en fait, ça m'a vraiment rendu, ça m'a vraiment rendu pas du tout radin. Bah tiens, pour ceux qui veulent voir les talons Fiat. Et, euh, et en fait, je me suis dit à ce moment-là, euh, c'est c'est quoi la préférence temporelle, tu vois? Genre, c'est vraiment là où j'ai plutôt réalisé ce que c'était, où en fait, bah, avant, moi j'ai jamais été un très gros dépensier ultra matérialiste, qui a besoin de toujours tout s'acheter, heu, mais bah, j'étais un peu comme tous les humains normaux, tu vois? J'aimais bien dépenser, je comptais pas forcément, voilà, je vivais ma vie et là, je me suis dit: «OK, je vais pas me mettre dans une grotte et je vais pas m'habiller avec des vêtements troués, mais par contre, je comprends ce que c'est la préférence temporelle et avec un actif comme Bitcoin, ça change tout». Ok. Et donc je me suis dit: «Bah, vas-y, je mets, 3 000 balles par mois en Bitcoin». Ok. Donc là, on était on sortait de 2022. Moi, j'ai commencé à travailler en 2023 en Suisse. Donc on était bien dans le bear market, hein, Bitcoin à 15-20 000. Là, on a commencé aussi à faire des conférences, donc dans notre ancienne école d'ingé. Je me souviens, 1 semaine après FTX, la chute d'FTX, on fait une conférence, Bitcoin à genre 17 000. Ah oui, j'avais tout mon argent chez FTX après. Parce que tous les BTC Tellement- que j'ai achetés, oui, non, vraiment, j'ai oublié cette petite parenthèse. T'avais Binance et après FTX. En fait, j'ai acheté sur Binance. Ouais. Et en fait, je me suis dit: «Putain, sur FTX, il y a 8% de rendement Oh, sur le tous tes génie. actifs». Oh, le génie. Et tu vois l'enculé là qui se dit: «Ah, c'est quand même pas mal 8% sur du Bitcoin, du yield sur du Bitcoin». Et hem et je me suis dit en fait jusqu'à 10 000 €, il te filait 8% sur tout et après il baissait le taux. Et là je me suis dit: «Bah, let's go». Je prends tous les BTC que j'ai achetés et je les ai envoyés de Binance à FTX Oh, et donc bah, ça me faisait un yield de fou. Mais j'avais quand même déjà commencé à avoir le vaccin et je me souviens, j'étais en vacances à Marbella. Et Victor qui m'envoie un message, il me fait: «Ouais, bizarre, FTX, il paraît qu'ils sont pas solvables». Là, je me fais: «Oh là, on va pas recommencer». Je retire tout instantanément. Genre vraiment, je retire tout. Le lendemain, les retraits étaient fermés. Et genre là, je me suis dit: «S'il m'avait pas envoyé ce message à ce moment», j'avais tout, hein, j'avais, bah, l'équivalent de 10 000 € en bitcoin à ce moment-là et c'était un bitcoin à, ouais, 25 000-30 000, tu vois? On était pas bien déjà. La FTX, chute, on touche les 15 000. Donc ça m'aurait achevé. Ouais. Ouais, t'aurais dit, je touche plus aux crypto de ma vie. Je touche plus aux cryptos, bah, de toute façon j'aurais plus rien eu. Mm. Dieu merci, j'ai réussi à tout retirer, mettre sur une ledger et l'oublier. Et j'avais quand même profité des 8% de rendement en plus. Mine de rien, c'est une opération. Dis-le pas, dis-le pas. S'en fout de cette initiative à la con. C'était quand même positif dans cette histoire. Ouais. Et donc ouais, après ça, bah là j'ai vraiment été vacciné et en fait on a fait une conf donc dans notre école. Et donc là, on commençait à vraiment parler de Bitcoin, on s'était rebrandé à ce moment. Non, pas encore. On était encore sous la bannière de l'ancienne chaîne, mais on commençait à parler que de Bitcoin, on avait fait une conf que sur Bitcoin et tout. Mmh. C'est juste qu'on avait un peu stop les vidéos et du coup, bah, ouais, j'ai commencé à travailler en Suisse. Là, commencé à faire all-in en Suisse, acheter du Bitcoin sur une plateforme safe, les mettre sur un wallet froid et arrêter les conneries et bah, j'ai fait ça pendant 2 ans.
Et Voilà. ça, c'était proportionnel à ton niveau de connaissance sur Bitcoin à côté, donc C'est ça. talon fiat. Et j'ai jamais aussi bien dormi que le jour où j'ai été all-in Bitcoin, que j'ai, vidé les comptes épargne, dont j'avais pas besoin. Je garde toujours un matelas de sécurité parce que Bitcoin, c'est volatile. Si tu as besoin de les vendre, c'est un peu chiant. Faut garder un matelas en euros, en dollars pour les dépenses courantes. Mais une fois que j'ai retiré tout ça, genre tout ce que j'avais autour et que je l'ai mis là-dedans, j'ai jamais aussi bien dormi. Je me suis dit: «En vrai, là, ce que je suis en train de faire, plus tard, ça va me rendre riche». C'est sûr, mais pas seulement, et je me suis pas dit, «Ça va me rendre riche, ça va me payer une Lambo, et un voyage à Ibiza». Je me suis dit: «Bah, en fait, le pari, c'est je vais travailler X années en Suisse», parce que je savais que c'était limité. J'avais dit à ma copine que j'allais pas y rester 10 ans, OK. même j'avais pas envie de vivre, en plus, surtout, moi, je partais tout seul de base. OK. Donc, comme un pirate, tu vois? Il y avait pas encore Victor qui était venu, Ouais. donc je savais que ça allait être limité, j'allais devenir fou, même si je rentrais tous les week-ends. Bon, au final, il est venu, donc ça m'a permis, tu vois, que ce soit plus agréable, on va dire. Tu tiennes plus longtemps. Plus longtemps, après, j'aurais peut-être fait la même période, la même durée, mais ça aurait été moins agréable, ça, c'est sûr. Ou je serais beaucoup plus rentré, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est important de le dire aussi pour ceux qui réfléchissent à devenir frontalier. C'est financièrement hyper avantageux, mais il faut être prêt à vivre une vie où c'est un peu boulot, dodo et puis c'est tout. Ouais, boulot, dodo, ou avoir une activité à côté comme on l'a fait. Ouais, Et en carrément. fait, moi, je me suis dit: «Je vais travailler X années, faut que soit je fais un pari, soit au bout de ces années, j'aurais travaillé pour rien et tout ce que j'aurais acheté, en fait, ça vaut rien parce que Bitcoin échoue, soit, à 30 ans, je peux prendre une retraite». Ah ouais. Je me suis dit: «C'est soit ça. Soit je m'achète 30 ans de vie de travail, pour de l'argent, soit j'aurais travaillé 2 ans pour rien et puis tant pis, c'est la vie». Force est de constater que pour l'instant, ça va. Ouais. Alors je compte pas me mettre à la retraite, mais ces 2 années à stack du BTC, et surtout quand tu commences à stack, bah, à 15-20 000 et qu'aujourd'hui on a un Bitcoin à 80 000, 85, je sais plus, Ouais. qui a touché les 100 000, et c'est que le début, je me dis: «Putain, je regrette pas d'avoir fait ça». Ouais. Après, malheureusement, j'ai perdu tous mes bitcoins, donc je n'ai plus rien. Accident de bateau. Accident de bateau, tout ça, tout ça. Mais voilà, et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Mais, comme tu as dit, c'est vraiment proportionnel à mon niveau de connaissance. Je recommande absolument à personne de faire ça. Ouais. Ne faites pas ça si vous ne comprenez pas Bitcoin, vous allez pas dormir. Là, aujourd'hui, il y a eu des grosses volatilités récemment, on est passé de 110 à 80, même à 70, je sais plus. Si t'es pas serein, bah, tu te chies dessus, tu dors plus. Et en fait, au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect, sommeil, il y a l'aspect santé mentale. Et non, mais en vrai, les Nous gens, sommes des humains, non, mais c'est ça, tu vois? Et les gens clairement. oublient à un moment que, c'est bien d'être pété de thunes, mais si c'est pour ne plus dormir et mourir à 50 ans d'une crise cardiaque, ça sert à rien. Clairement. Ça sert strictement à rien. Au final, enfin, voilà, l'argent que tu as, c'est de l'énergie transformée, c'est du temps que tu vas pouvoir redéployer après. Ouais. Mais si tu te sacrifies jusqu'à en crever pour ça, ça sert à rien. Mmh. Donc, je conseille à personne de le faire. Ouais. Faut investir en Bitcoin à hauteur de ce que tu comprends en Bitcoin. Ouais. Et c'est dur, je trouve, de faire comprendre aux gens que leur niveau de sérénité sur cet investissement, ça va être, proportionnel à leur niveau de connaissance et qu'en fait, ils ont mieux temps de prendre une semaine pour lire, le Bitcoin standard, Mmh. plutôt que de regarder, 50 000 vidéos de 50 000 youtubeurs différents. Moi, je voulais parler du maximalisme, du coup. Est-ce Quel que sujet? c'est parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, Cette toxi religion? cette religion, cette toxicité, on va dire, Mmh. heu, avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que c'est pas au final juste pour protéger les autres? Bien sûr que j'y ai. C'est très bienveillant. C'est d'une bienveillance, mais pure, en fait. Et ça se voit pas? Enfin, Et ça se voit pas parce que, en fait, insulter la mère de quelqu'un sur Twitter, en apparence, en apparence. c'est méchant. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on le fait pour son bien. Mais nous, à la différence des gauchistes, c'est que ça, on fait pas preuve de vertu en apparence. C'est dans le fond où c'est bon. En apparence, on a l'air d'être des connards. Ouais. Mais en réalité, c'est le jour où ils se rendent compte, tu vois, ils ont envie de nous faire un petit bisou sur le front et de dire merci. Parce que en réalité, tu vois, non, mais au final, par ricochet, on va dire, nous, de notre expérience, c'est Saifedean qui a fait une tape sur l'épaule à Victor en lui disant: «T'inquiète, quand tu comprendras Bitcoin, ça va aller». Et lui qui m'a fait une tape sur l'épaule en disant: «T'inquiète, quand tu vas comprendre Bitcoin, ça va aller». Et moi, à mon tour, qui sur Twitter, bon, distribue des gifles au final, tu vois, à des gens, mais qui leur dit: «T'inquiète, quand tu comprendras, ça va aller». Et au final, avec du recul, bah, chaque personne qui est passée par là est bien après. Genre, c'est un cercle hyper vertueux. C'est juste que je reste persuadé qu'il faut se prendre cette claque, mais que on n'arrivera pas à empêcher les gens de shitcoiner et de faire de la merde. Faut que ce soit une expérience personnelle. Et c'est pour ça que moi je conseille aux gens, limite au début, faites du trading avec des leviers x100, avec des petits montants, achetez des shitcoins, faites n'importe quoi, ruinez-vous, mais avec 100, 200 balles, tu vois.
pour qu'ils se ruinent. Faites ça quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas de thunes. Et comme ça, une fois où vous allez avoir de l'argent, vous aurez cette expérience néfaste, comme moi j'ai eu. Et là, vous n'allez pas jouer avec 1000, 2000, 100 000, 300 000 euros. Vous trouvez rien de pire que de faire ça. Clairement. Donc en fait, moi je le vois vraiment comme un vaccin. Vaccinez-vous, jouez, faites n'importe quoi, mais par pitié, une fois que vous commencez les choses sérieuses, faites-le bien. Et au final, pour moi, le maximalisme, c'est ça, c'est un vaccin. C'est un vaccin contre la shitcoinerie, c'est un vaccin contre énormément de choses aussi. Et c'est pour ça que les maxis, je pense, ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Mais au final, c'est un rôle a posteriori, en fait. Pour moi, c'est pas un rôle a priori quand les gens vont découvrir l'écosystème. Enfin, je t'écoute, hein, mais moi, je suis pas d'accord. J'ai pas du tout cette vision. Ouais. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est que Oui, c'est vrai que je suis en train de te dire que ça sert à rien, du coup. clairement, et que moi, du coup, je suis plus en mode bon, bah, je vais aller chercher ceux qui sont à leur tout début de cette aventure-là. Ouais. Et en fait, je vais leur parler que de Bitcoin. Ouais, En fait, dans leur tête, ils ouais. savent pas. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans tous les cas, c'est très utile parce qu'au final, on fait un peu la même chose. On essaye évangéliser. Ouais, voilà, on évangélise les gens. Ouais. C'est juste que toi, tu penses que tu vas les convertir en amont, alors qu'en fait, ils vont finir convertis à la fin. Okay. Et je pense que c'est à la fin que le processus va se faire et qu'en fait, tu vas parler avec beaucoup de gens au début, pas avoir beaucoup de retours et qui vont arriver après, une fois qu'ils auront fait de la merde et qu'ils seront passés par 950 formateurs, comment faire de la DeFi. C'est mon intime conviction. Après, prouve-moi que j'ai tort. Non. Oh, non, mais en vrai, je te souhaite, tu vois, j'aimerais avoir tort et que ça marche. J'ai juste des gros doutes là-dessus. Ouais. Mais je me dis, après, s'il y a des gens ouverts d'esprit qui font la démarche de venir vers toi, parce que c'est aussi ça, c'est que quand tu vas vers les gens, des fois, ils sont pas à l'écoute. Mais si tu vas vers des gens sérieux, qui ont envie d'écouter quelqu'un, qui ont envie d'avoir des bons conseils, dans ce cas-là, je pense que ça peut marcher. Et qui sont déjà ouverts et qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se faire punir avant de pouvoir vraiment agir. Yes. Donc, dans ton cas, c'est peut-être différent, ouais. On va voir. En tout cas, je te le souhaite. Hein. C'est gentil. Je me suis rendu compte d'un truc dans cette aventure Bitcoin, c'est que ça rend humble. C'est-à-dire que personne ne peut changer Bitcoin, mais Bitcoin change tout le monde et tous ceux qui ont passé le temps dessus. Et à chaque fois que je dis des choses comme ça, des affirmations comme ça, je me rends compte après que bah oui, j'avais tort et que au final il faut qu'ils apprennent en faisant de la shit, etc. Et sur les autres sujets, c'est pareil. Par exemple sur la nutrition, je critiquais beaucoup Saifedean qui était parti en mode carnivore, écrire des livres sur le fiat food, etc. Et je me rends compte au final que voilà, il y a un peu plus d'un mois, et ben j'ai changé toute ma diète. Ouais. Alors que je voulais pas de base. Toi, est-ce qu'il y a des aspects comme ça où Bitcoin t'a changé, mais on a parlé de l'aspect financier, mais sur les autres aspects, quoi. Je suis devenu religieux, ouais. Alors, c'est-à-dire, quand je dis que Bitcoin m'a changé, et c'est pour ça que moi maintenant, et même sur How to Bitcoin, on parle pas que de Bitcoin. Mais au final, c'est un parcours que tout le monde fait. C'est qu'au début, Bitcoin, c'est un tel rabbit hole, tellement de sujets, bah, tu touches à tout. Et en fait, au final, bah, le sujet juste Bitcoin, l'actif, le protocole, le réseau en lui-même, finit par pas de plus t'intéresser, mais tu fais un peu le tour et tu t'étends. En fait, ça s'étend à, comme tu as dit, à énormément de choses. Ça va être l'économie, la politique, la tech, la nutrition, tout. Et en fait, tout ça, moi, je l'ai vécu par différentes phases. Il y a eu une phase d'alimentation à 100%. Bah, surtout que, bah, encore, c'est l'autre fou furieux de Victor. Quand on a commencé à faire une coloc ensemble, lui, il avait un régime à ce moment-là, keto, donc cétogène, presque carnivore. Okay. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Bon, le seul truc, c'est que moi, j'avais du mal à le suivre parce que je rentrais les week-ends, et les week-ends, je côtoyais les humains normaux, qui sont ma famille, ma copine, enfin, des gens à qui je leur dis, ouais, mes potes, tu vois, donc je faisais des restos et tout, donc je le tenais pas vraiment. Mais là, depuis peu, je l'ai repris sérieusement, et c'est notamment parce que on est rentré en contact avec Ulrich Génisson, qui est l'auteur best-seller sur Amazon sur le régime cétogène, qui est bitcoiner depuis 2013 aussi. Et on va faire une série de vidéos avec lui sur le sujet et tout. Un monstre. Vraiment très fort. Vraiment dans le Saifedean-like, mais en moins violent. Donc pour ceux qui aiment pas trop le personnage Saifedean, je trouve que c'est un bon compromis. Et surtout, il parle en français, même s'il vit aux États-Unis. Okay. Et vraiment, lui, il a vraiment fini de me convaincre, parce que c'est vrai que Saifedean, des fois, il fait un peu argument d'autorité.
Lui, vraiment, il y a des études scientifiques. Le mec, il a écrit 2 bouquins de 500 pages. Il a 150 témoignages vidéo de 2h30, même une vidéo avec Idriss Aberkane sur le sujet. Donc en vrai, le mec, c'est un monstre. Hein. Vraiment, je l'adore. Enfin, on n'a pas encore discuté, mais je le kiffe déjà. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc ouais, moi, par exemple, la diète, ça a complètement changé. J'avais déjà complètement arrêté le sucre dès l'instant où voilà, j'ai emménagé ici. Mais j'ai pas arrêté les glucides. Là, maintenant, j'arrive à m'en passer. Alors, ça m'empêche pas, tu vois, de me faire des kiffs absolus. Alors, je vais à un mariage, machin, bah, ça y est, je vais pas faire mon gros casse-couille. Mais, par exemple, hier, tu vois, c'était un peu le rituel qu'on avait au début. Il y a un Chinois à volonté à côté. Ouais, il me l'a fait le rituel. Voilà. Bah, on se l'était fait pas mal en arrivant. Là, on se l'est refait hier. J'ai mangé un peu de riz. Voilà, mais à culpa. Mais, je me suis pas enfilé les macarons et les gâteaux, tu vois. Parce qu'au final, j'en avais pas tant envie que ça. Vraiment, ça change, pareil. T'as presque ta perception de la nourriture. Et ça te fait une espèce de, pas de préférence temporelle, mais une préférence nutritionnelle. Qualitative. Ouais, qualitative, où tu te dis, ce que je mange là, ce sera mon état plus tard. Et donc, en fait, tu te dis, bah, en vrai, aujourd'hui, ce carré de sucre que je vais manger, à la place, si je me mange un bon steak, qui a brouté de l'herbe et qui est sans conneries, bah, en fait, c'est peut-être ça qui va me permettre d'être bon plus tard. Et en fait, au final, on en revient à la question de la préférence temporelle que Bitcoin t'offre. Et ça impacte tous les aspects de ta vie. Donc ouais, la nourriture à fond. Ouais. Et l'aspect politique aussi. Alors sur l'aspect politique, je pense qu'on peut creuser un peu. Ça fait quelques mois où justement vous avez un gros focus sur votre chaîne sur la politique. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir. Pourquoi ce focus et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Bah, c'est un des nombreux tunnels dans lesquels Bitcoin te fait rentrer. Okay. Alors moi, j'ai un gros désaccord avec pas mal de bitcoiners. Ouais. C'est que pour moi, Bitcoin est profondément libéral. Yes. Bitcoin n'est pas apolitique. Alors, le protocole Bitcoin est apolitique dans le sens, il n'y a pas écrit dans le code, tu es libéral. Par contre, le projet, c'est quand même séparé de la monnaie de l'État. Okay. Il y a une philosophie économique qui veut séparer la monnaie de l'État, c'est l'école d'économie autrichienne. C'est pas les socialistes, c'est pas les communistes, c'est les libéraux et les libéraux libertariens de l'école d'économie autrichienne. Donc, c'est pour ça que beaucoup de bitcoiners finissent par arriver sur ces théories économiques, ou à l'inverse, ceux qui étaient dans ces théories économiques comme Nathalie Janson, Théo Mogenet, qui finissent par découvrir Bitcoin parce que les deux sont liés, Yorick de Montbins aussi. Ça a été leur chemin. C'est comme ça que ça s'est passé. Après, bon, il y a des libertariens réfractaires comme Stéphane Gers qu'on reçoit sur notre chaîne qui n'y arrivent pas avec Bitcoin, mais on va finir par lui faire comprendre. Hein. Vous avez beaucoup de vidéos avec lui? Ouais, bah la prochaine qu'on sort là, c'est un débat entre lui et Victor sur Bitcoin. Okay. Mais pour lui, c'est qu'un outil. Ce dont je suis d'accord, hein, Bitcoin reste un outil. Bitcoin seul ne sert à rien. Il faut qu'il y ait derrière un mouvement politique qui se crée. C'est pour ça que je pense que déjà Bitcoin n'est pas pour les socialistes. Socialisme et Bitcoin ne fonctionnent pas. Déjà, ils veulent abolir d'une certaine façon la propriété privée, alors que Bitcoin, c'est quand même la propriété privée absolue. On introduit la propriété privée dans le monde numérique. Comment tu définis, enfin, comment tu vois Bitcoin comme la propriété privée absolue? Bah, en fait, aujourd'hui, sur Internet, tu peux rien posséder. Okay. Genre, tu me dis, t'as un fichier, je t'envoie une vidéo. Ouais. Tu l'as, on est tous les deux à l'avoir. Okay. On peut pas, à part en utilisant la loi pour dire c'est ma vidéo, je la protège de droit, toutes ces conneries, on la possède tous les deux. On a tous les deux la possession. Après, la propriété, ça peut se discuter d'un point de vue légal. Donc sur Internet, c'est pas possible. Donc Bitcoin, ce qu'il a résolu, c'est la double dépense de manière générale. Donc en fait, un fichier, tu peux le dépenser autant de fois que tu veux. Bitcoin, tu peux pas le dépenser plusieurs fois. Tu peux pas le dupliquer. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une propriété absolue. Si j'ai un Bitcoin, je suis le seul à l'avoir, à moins de donner la clé privée à quelqu'un d'autre. Et là, on est deux, mais à posséder le même Bitcoin. Yes. Donc si tu envoies ton Bitcoin, tu l'as plus. Tu l'as plus. Et donc, tu réintroduis une vraie propriété privée. Et en fait, ce que les cocos ont du mal à percevoir des fois, c'est qu'ils se disent « Oui, mais regardez, Bitcoin, c'est un logiciel libre, open source pour tout le monde. » Oui, ça, c'est le protocole monétaire. C'est qu'on a réussi à créer une espèce de proto-banque centrale qui n'appartient à personne, dont les gouvernements ne peuvent rien faire, qui tourne toute seule. Ça, c'est commun. Je suis d'accord pour dire que c'est commun. Et qu'il faut qu'on se mette d'accord si on veut changer le protocole. Par contre, Bitcoin, l'actif, il n'est pas à tout le monde. Hein. Bon, mon Bitcoin, il est à moi. Je vais le partager avec personne. Hein. Et donc ça, ils ont complètement oublié que eux, ok, l'aspect open source et tout, déjà, c'est complètement compatible avec les idées libérales et libertariennes. Par contre, la proposition de valeur de Bitcoin est profondément incompatible avec leurs idées à la con.
Et ça, faut vraiment cesser de faire l'amalgame. Et moi, ça me désole de voir qu'il y a beaucoup de bitcoiners, alors qu'on dit de gauche sur les mœurs, je m'en fous. Par contre, de gauche économique et politique sur le sens, dans le sens où ils sont socialistes ou communistes, ça, j'arrive pas à l'entendre. Et aujourd'hui, c'est presque l'un de mes combats principaux. C'est de séparer Bitcoin des socialistes. Tu vois, Bitcoin a séparé la monnaie de l'État. Ouais. Bah moi, j'aimerais bien séparer Bitcoin de cette gangrène. Okay. Donc c'est pour ça qu'on s'est focus. Quel est le risque ou les risques que toi tu vois à ce que les bitcoiners socialistes, on va dire, s'accaparent le sujet? 100 millions de morts. Non, mais c'est aussi simple que ça. Alors là, je te fais un raccourci Mario Kart. Ouais. Mais c'est ce vers. Je vois le livre de Mao derrière moi. Non, mais c'est ça, et on ne cesse d'en reparler. Mais le socialisme, c'est plein de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le socialisme, ça finit toujours par des morts et une pauvreté infinie. Ça résout aucun problème pour personne, à part celui du dirigeant et du comité central de planification. Donc, c'est ça l'objectif. On pourra mettre en place le plus beau socialisme que vous voulez avec Bitcoin, etc. Ça sert à quoi? L'idée est pourrie de base. Alors tu peux rajouter le meilleur outil. Enfin, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu mettais un V12 dans une 2 chevaux. Ça va pas changer la proposition de valeur, elle va pas avancer, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire, en fait. Ils essayent de prendre un truc qui marche pas, de rajouter un outil, de dire ça y est, ça va marcher. Non, les gars, ça marche pas. On a essayé partout. On a essayé au Cambodge, en Chine, en Russie, bientôt en France. C'est en France depuis longtemps, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est le début. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que vraiment on a cette mission. Et aujourd'hui, au-delà d'essayer d'évangéliser sur Bitcoin, on essaye d'évangéliser sur les idées libérales qui sont profondément bonnes. Nous sommes supérieurs moralement à eux. Ça, faut qu'ils se le mettent dans la tête en tout point. Et donc pour moi, c'est l'enjeu principal aujourd'hui. Je pense qu'on a tous autour de nous, dans notre famille ou dans nos amis, dans nos entourages, des gens qui sont profondément socialistes ou communistes. En majorité même. En majorité. Et en fait, le truc, c'est que, enfin, la théorie que j'ai, c'est que la majorité des gens, ils sont bons, ils sont foncièrement bons, ils veulent les bonnes choses dans la vie. Et comment leur faire comprendre que, certes, déjà, les partis communistes et socialistes, ils sont incohérents déjà sur tous les plans économiques, Ouais. mais que quasiment tous les partis politiques, en fait, aujourd'hui, je pense que j'en ai entendu parler sur votre chaîne déjà, ils ont des propositions qui sont économiquement non viables et il y a que des partis socialistes en fait. C'est 50 nuances de socialisme. Faut vraiment creuser sur ça. Bah, en gros, alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Que tous les gens sont bons. Ouais. Déjà, ça c'est une vision de gauche. Okay. C'est un concept très rousseauiste dans le sens tout humain est bon et ensuite il est corrompu. Moi, je pense qu'il y a du mal dans chaque être humain et qu'il faut qu'on crée le système capable d'avoir des contre-mesures au fait qu'il y a un moment, des gens peuvent faire du mal. Voilà, on peut penser entre nous de se dire voilà, on est tous à peu près bons parce que ça se voit, tu vois. Mais il y a des gens, ils sont des fois mauvais, ou des fois ils naissent bons, ils deviennent méchants, ils naissent mauvais, ils deviennent bons, peu importe. Mais si tu pars du postulat que tout le monde est bon, ça veut dire que tu retires toute limite dans la société où tu te dis bah ok, bah alors on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin d'armées, et on vit dans le monde des mauvais postulat on vit dans le monde des bisounours, on se fait tous des câlins et en fait on finit tous par s'entretuer. Ouais. C'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça que l'utopie communisme est profondément incompatible avec la nature humaine, c'est que ça marche pas. Donc moi je suis pas d'accord, tout le monde n'est pas bon. Après les socialistes, je pense qu'ils sont encore plus mauvais parce qu'ils font pas le boulot déjà de 1. La plupart des socialistes ne lisent pas. En fait pour moi c'est une facilité. En fait faire preuve de vertu en société, bah tu dis que t'es de gauche. Ouais, la fainéantise intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle, c'est de la mauvaise foi, et c'est un manque de travail. Ce qui est tout quand même un peu lié. C'est que pour moi, en fait, c'est des gens qui... Ça va être méchant ce que je vais dire, parce qu'il y a énormément de gens dans mon entourage qui sont encore là-dedans, mais c'est des gens à qui on ne mérite pas de donner l'heure tant qu'ils n'ont pas fait un peu de lecture. Ouais. Parce qu'en fait, quand on discute avec eux, on n'a pas du tout les mêmes bases de connaissances. Ouais. Et quand je dis ça, je dis vraiment pas je suis un génie, tu es con. Non, je dis juste passer à lire des livres et à s'instruire. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, on a passé quasiment plus de temps à étudier la théorie socialiste que la philosophie libérale. Déjà de 1, parce que la philosophie libérale, elle est très simple. C'est tu laisses le marché faire, ciao, voilà. Après, on pourrait faire un bouquin de 3 pages, et ça tient. Et d'ailleurs, les livres de libéraux sont très simples. Ils sont bien écrits, compréhensibles. Va lire Le Capital de Marx.
Va lire Piketty, va lire tous ces torchons pour faire des feux de joie là. Ça, c'est illisible, incompréhensible. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Des intellectuels qui ont soi-disant très bien compris, qui sont capables de t'expliquer, voilà, ce que Marx a voulu dire. Non, mais en fait, c'est cette interprétation qui marche, parce qu'en fait, là, Staline, il avait pas compris, Mao non plus, les Khmers rouges non plus. Et en fait, c'est cette interprétation qui, dans notre contexte français, marchera, et ça te donne 50 ans de socialisme. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un énorme rôle des intellectuels aussi sur ce sujet, qui est bon, un autre vaste sujet. Non, je trouve que c'est important, hein, la responsabilité, mais je te laisse continuer. Ouais, bah les intellectuels, en fait, c'est des immenses merdes. C'est des gens qui sont financés par nos impôts pour nous la mettre à l'envers. C'est des gens, en gros, parce qu'en fait, un intellectuel, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui est payé pour produire des idées. Ouais. Et qui veut acheter des idées? Personne, en réalité. Genre, moi, j'ai pas envie de payer pour des idées, je vais les payer au travers de livres, etc. Donc, il va y avoir des penseurs, mais du coup, tu deviens un écrivain. Mais en fait, il y a des gens qui sont juste là, payés par l'État pour produire des idées, et c'est des idées de merde, parce qu'il y a un conflit d'intérêt avec l'État. Ce qu'ils pensent est forcément étatiste. Quand t'es étatiste, tu tends forcément vers le socialisme, parce que c'est un collectivisme général. Et en fait, ces gens-là, alors j'invite les gens à lire, par exemple, Thomas Sowell, qui en parle extrêmement bien, qui parle du coup du rôle de l'intelligentsia, ce qu'il appelle, donc les intellectuels. Il y a le même phénomène de partout, lui, il en parle aux États-Unis, et en Europe, on a exactement la même chose. Et en fait, c'est eux la gangrène, parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'après, quand le français moyen s'intéresse à la politique, à l'économie, à la sociologie même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se référer à des intellectuels, des figures d'autorité, parce qu'il va pas aller lire Marx, parce que déjà, il peut pas lire Marx, parce que c'est illisible. Ensuite, il va pas aller lire Bastia, parce qu'il y a pas Bastia en librairie. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter, il va ouvrir déjà des chaînes de télé, bon, c'est déjà premier mauvais réflexe, mais qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va aller essayer de se tourner vers des intellectuels, parce que c'est logique, tu vois, c'est les gens qui savent. Sauf que vu que tous les intellectuels sont de gauche, genre aujourd'hui, en France, là, de mémoire comme ça, te citer des intellectuels de droite, mais de droite qui n'est pas socialiste, hein, parce que pour moi, il y a beaucoup de droitards qui sont des socialistes, hein, genre tout ce qui touche au RN, les Zemmour et tout, ça reste, même si Zemmour, dans son programme, des fois, a des petites lubies libérales, ça reste des socialistes dans le fond, des étatistes. Yes. Forcément, ils vont se référer à eux, et eux, le discours qu'ils vont tenir derrière, c'est, bah voilà, c'est ça la réalité. Derrière, ils vont aussi faire preuve de scientisme, c'est-à-dire de se baser sur des études scientifiques pour essayer de démontrer que les hommes oppriment les femmes, que ceci, que cela, des trucs qui ont été debunk ensuite 10 000 fois. Ensuite, ils vont gangréner la sociologie, jusqu'à te dire que la sociologie prédomine sur l'économie, parce que, en fait, il suffit de comprendre la sociologie et l'économie, on s'en fout. Non, la sociologie, c'est important, dans certains cadres, quand c'est bien fait, mais aujourd'hui, c'est 99% des torches-culs de gauchistes. Genre, c'est vraiment des trucs, faut pas commencer par la sociologie, sinon tu commences avec des biais de partout. Ouais. Et tu vas pas aller lire les fondements économiques. Donc, ouais, pour en revenir aux gens, je pense que c'est des gens qui ont la flemme, qui ne font pas leurs propres recherches. Et au final, moi, j'en suis arrivé à une conclusion. Ça sert à rien de discuter avec eux. En fait, on discute pas du même monde. Ouais. Eux, ils nous disent, oui, mais regarde notre monde libéral actuel, regarde, c'est les dérives du libéralisme. Non. C'est les dérives du socialisme. Hein. Tous les problèmes des Français sont liés à l'État. C'est pas lié à l'immigré. C'est pas lié aux riches. C'est pas lié aux Noirs, aux Arabes, aux Juifs, aux Turcs, aux Chinois. Voilà, j'en ai cité suffisamment. Genre vraiment, faut arrêter avec ces hommes de paille que tout le monde agite, parce que tu verras que tous les bords politiques agitent des hommes de paille. Le RN, c'est l'immigré. Les gauchistes, c'est les riches. Tout le monde a sa cible. Faut vraiment arrêter avec ce délire. C'est juste commencer à comprendre, mais le problème, c'est qu'une fois que t'as dit ça, une fois que t'as essayé de comprendre la philosophie libérale, et que du coup, en société, t'es plus capable de faire preuve de vertu facilement en disant « Ah, moi, je suis socialiste, je vais aider les gens. » Le problème, c'est qu'il faut avoir les couilles. Il faut avoir les couilles de dire aux gens « Non, moi, distribuer de l'argent, enfin, voler aux uns pour donner aux autres, c'est pas mon délire, tu vois. » Faut avoir les couilles de dire « Non, moi, les aides... c'est pas un bon système, je pense que ça appauvrit tout le monde. Le SMIC, ça dégage aussi. Faut avoir les couilles. » Et c'est là où il y a une deuxième phase, c'est que faut faire le travail de comprendre, mais ensuite, faut avoir les couilles. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pas eu les couilles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais ces idées, parce que je viens d'une famille où, au final, sans le savoir, ils ont toujours été assez libéraux, assez à droite, tu vois. Donc je l'ai toujours eu, donc j'ai toujours quand même tenu un discours libéral, mais j'ai jamais voulu être extrême, dans le sens où, à tenir en public, auprès d'autres personnes, un discours libertarien. C'est-à-dire vraiment, on réduit l'État au minimum, donc le régalien, justice, armée, police, ou voir l'anarcho-capitalisme, absence d'État total, tout est privé. Okay. Ça, dans les sphères publiques, j'osais pas encore le dire. Maintenant, j'en ai rien à foutre. De toute façon, on se balade avec des t-shirts nique l'État. Bon. Et aussi parce que t'as derrière
tu as ton lot de connaissances qui te permet d'avoir les Évidemment. arguments aussi. Évidemment, je tiendrai jamais ce discours, au grand jamais, si je n'étais pas capable de l'expliquer et de me rassurer d'une certaine façon si face à moi je tombe sur un socialiste bien armé et s'il arrive à remettre en question mes fondements, c'est que mes fondements ne sont pas solides. Non pas que je veux pas me remettre en question, j'essaye de le faire tout le temps, même si des fois c'est difficile. Ouais. Mais par contre, jamais il y a un socialiste qui a réussi à remettre en question mes connaissances parce que j'ai fait le taf avant, parce que j'essaye de lire le plus possible, de m'informer et de pas parler de sujets que je maîtrise pas. Mmh. Donc ouais, après, en fait, il y a toute une partie courage qu'il faut avoir, qu'il faut oser. Il faut dire aux gens, la solidarité, c'est pas le vol. La solidarité, c'est j'ai gagné de l'argent, je l'ai mérité. Et ensuite, Volontairement. voilà, et volontairement, je choisis à qui je le donne. Et qu'est-ce que je vais faire naturellement? Je vais d'abord le donner à mes proches. Donc, naturellement, qu'est-ce que tu réintroduis? La proximité sociale, la famille, l'entraide, toutes ces choses qu'on est en train de détruire et que le marxisme a tuées en France, mais partout dans le monde, Ouais. on les réintroduit et un cercle ultra vertueux. Mais au final, ça, les gens, c'est inaudible parce qu'ils vont se dire oui, mais regarde, là, si on enlève les aides, les gens meurent. Je dis pas que si demain on coupe tout, les gens vont pas être dans la merde. Je dis pas que ça va pas être difficile, mais il faut choisir. Soit c'est une horreur sans fin, soit c'est une fin horrible, tu vois. Et je pense qu'on peut avoir une forme de transition, aussi induite par Bitcoin, tu vois, parce que ça fait quand même éveiller beaucoup de gens, où bah, de plus en plus de gens vont essayer d'être de moins en moins dépendants de l'État, chercher légalement à payer de moins en moins d'impôts, vont chercher à peut-être avoir une partie de leur capital à l'étranger, commencer à s'expatrier, etc., etc., ce qui permettra pour les forts, les gens qui s'instruisent et qui font l'effort, de survivre quand tout va échouer. Ceux qui font pas le boulot, je suis désolé, mais il y a un moment, voilà, Michael Saylor, il dit have fun staying poor, have fun staying con, en fait. Si à un moment tu fais aucun effort et qu'après tu vas t'apitoyer sur ton sort, j'ai envie de te dire, on peut pas sauver tout le monde, tu vois. On fait tout ce qu'il faut, on fait du contenu libre sur YouTube, voilà, il y a des créateurs à foison. Maintenant, si tu fais pas l'effort pour te sortir de sa condition, bah, reste dans ta merde, tu vois. Et sur cet aspect, justement, encore une fois, Bitcoin nous change, en tout cas, hem, cette manière, où en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur notre aventure, Bitcoin, on prend en responsabilité, on prend en liberté et je voulais finir sur, l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Tu avais dit au début de l'interview que tu as décidé de partir d'ici, c'est le Ouais. avant-dernier jour ici. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Bah, ce qui se passe, c'est que, alors le problème, c'est que quand je tiens ce discours, d'un côté, j'ai pas envie d'insulter ceux qui sont salariés. Ouais, clair. Je respecte, la volonté individuelle d'être salarié, d'avoir un confort et de ne pas avoir d'ambition professionnelle. Quand bien même tu peux en avoir en tant que salarié, tu vois? Tu es dans une bonne boîte, tu veux monter, machin. Voilà, il y a beaucoup d'expérience du salariat, donc je veux pas tout généraliser. Cela dit, pour moi, je me considérais comme un esclave. Heu, Ce que je vais dire n'a aucun sens, tu vois? Mais on était parmi les personnes les mieux payées dans le monde. On fait quand même des boulots qui, sur le papier, sont relativement intéressants. Franchement, moi, mon taf, il était pas inintéressant. J'avais des collègues formidables, hein, je tiens à le préciser. Genre vraiment mes collègues, je les aimais tous bien. J'avais un manager de fou, coucou Arnaud. Vraiment, je m'entendais super bien avec eux, c'était pas ça le problème. C'est que je bossais très peu. En fait, il y avait une asymétrie entre ce que j'étais capable de produire et ce que je faisais. Je travaillais vraiment très, très peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques heures, tu étais capable de fournir, Ouais, le boulot pour, une je semaine, travaillais on va dire? 1 heure ou 2 par jour. OK, Ouais. OK, waouh. Donc ouais, non, ça avait aucun sens, mais au final, là, les gens, ils vont se dire: «Mais de quoi tu te plains? Utilise le reste de ta journée, pour faire un truc à côté et tu level up tes revenus». C'est pas si simple. Pendant 2 ans, c'est ce qu'on a fait. On a eu notre boulot de ce côté et à côté, bah, How to Bitcoin, on commence à développer notre activité. C'est juste que tu es en permanence, tu te sens quand même redevable de l'entreprise qui te paye. Tu dois toujours feindre d'être actif, feindre de faire des choses et en fait, tu t'inventes un personnage. Tu es dans un autre monde, en fait. Il y a une dissonance cognitive. Et tu es, voilà, dans une dissonance cognitive permanente où tu te dis, tu vois, pourtant, c'est une entreprise privée qui me paye, mais où je me dis: «Putain, je gagne autant de thunes à rien foutre. Ça n'a aucun sens, je perds la valeur des choses, je sais pas pourquoi je bosse» et en fait, c'est là où on se rend compte que l'argent ne fait pas tout. C'est qu'en fait, j'avais pas de sens. Genre ça, le seul sens de ma vie, c'était How to Bitcoin à côté, c'était ce que je faisais, mais professionnellement parlant, j'avais aucun sens. J'avais aucune perspective d'évolution, j'avais même pas envie. J'en avais rien à foutre de ce qu'on faisait. Genre, je fermais l'ordi à la fin de la journée, mais l'entreprise pouvait brûler. Ça changeait rien à ma vie à part me dire: «Ah merde, faut que je change de mission», tu vois? Et là, c'était le confort et peu de responsabilité.
confort, aucune responsabilité, zéro. Hein. Ok. Le truc pouvait sauter en l'air. Moi, alors déjà, non seulement mon job avait peu de responsabilités, mais en plus, moi, franchement, rien à foutre. Donc, à ce niveau-là, c'était assez désastreux, ce qui fait que, bah, j'étais pas alors c'est pas que j'étais pas heureux au travail. Vraiment dans cette partie travail, j'ai heureux sur tous les autres pans de ma vie, notamment notre activité à côté, mais je l'étais pas. Le problème, c'est que quand tu fais un média, qui plus est sur Bitcoin, tu gagnes pas d'argent. On avait parlé avec, Wayne Asher, Mmh. au premier surfing auquel on était allé, auprès lequel on a fait une vidéo, on a tourné une vidéo avec lui, Mmh. et quand on lui a présenté ce qu'on faisait, il a fait: «Vous faites un média sur Bitcoin? Vous allez jamais gagner votre vie». Alors coucou Owen, on en arrive à gagner de l'argent aujourd'hui, mais en fait, ouais, c'est le premier truc qu'il nous a dit, c'est impossible de gagner de l'argent, et en vrai, il avait raison. Il avait raison parce que quand tu crées un média, déjà, le business model, il est pas ouf. Parce que tu vas investir énormément de temps pour un pourcentage de réussite qui est quand même assez faible. C'est comme créer une startup, tu vois, mais en pire quasiment. Une startup, t'en as quoi? 1, 2 sur 10 qui marchent. Ouais. Les créateurs, t'en as quoi? 1, 2 sur 100 qui en vivent, sur 1000, et encore. Quand tu vois vraiment toute personne qui a créé du contenu, Ouais. c'est aberrant. Mmh. Et donc nous, bah, on a pendant très longtemps pas du tout gagné d'argent, mais on a utilisé justement notre salaire élevé pour subventionner notre activité sur How to Bitcoin. On s'est entouré de personnes vraiment formidables, hein, tu vois? C'est des gens qu'on remercie rarement, mais Jim, de Atakai, qui bossait pour Découpe Bitcoin, qui depuis le début bosse avec nous, qu'on paye, hein, qui fait pas ça gratuitement, mais tu vois, depuis le début, il bosse avec nous. Il y a eu, 21 degrés du dé, Satoshi, je maintiendrai son anonymat, qui lui a accepté de bosser gratuitement pour nous, qui fait de la prod, donc qui nous a aidés au montage. Énormément de gens qui nous ont fait confiance très vite. Tu vois, on a fait très rapidement une vidéo avec Owen, avec Seb Pio, avec Gilles. On nous a donné des petites entrées comme ça, qui nous ont permis quand même de grossir. Par contre, je veux pas amoindrir le boulot que ça demandait. Ouais. Nous, on bossait 15 heures par jour, tu vois, ça n'avait aucun sens, à faire tout et n'importe quoi, et au début, ça marchait pas. Genre, Mmh. jusqu'à, ouais, les vidéos avec Owen, avec Alexandre Sachenko, tout le monde en avait rien à foutre, tu vois? On commençait à être connus dans la niche Bitcoin, tu vois? Il y avait, 30 bitcoiners, ils savaient qui on était, mais c'était rien. Donc pour générer un revenu, c'est impossible. Impossible, ouais. Donc ça a mis beaucoup de temps. Bah, il a d'abord fallu faire des vues, et cetera. Et jusqu'au surfing de l'année dernière, là, donc 2024, OK. nous, on n'avait aucune perspective de se mettre à temps plein dessus. On aimait bien, enfin, on aurait voulu, mais on se disait: «Ouais, pour l'instant, c'est chaud». Ouais. Genre, il y a pas d'argent qui rentre, c'est une galère, ça coûte cher quand même de produire du contenu. Il y a eu des gros investissements, il y a du récurrent. Comment on fait? Et surtout qu'on avait un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine, plus des articles et tout. C'est énorme. D'ailleurs, j'ai oublié de On se rend pas remercier. compte. Ouais, non, ils se rendent pas compte, ça n'a aucun sens. Folie. Et j'ai oublié de remercier Ulrich, qui écrit des articles sur notre site aussi, gratuitement depuis le début, qui aujourd'hui écrit pour le Mises Institute, donc ce qui est cool. OK. Et qui nous a permis d'avoir une belle visibilité, une belle preuve d'autorité avec notre site internet, ce qui est pas à négliger. Et donc au dernier Surfing Bitcoin, nous, on commençait à être vraiment proche de Théo Mougenet. On commençait à entendre parler du fait que Bull Bitcoin allait s'implanter en France. OK. Et quand on a découvert que derrière c'était Francis Pouliot, qu'on a compris qui c'était, qu'on a compris que Théo allait être leur DG Europe, qu'on a compris qu'ils allaient embaucher Gilles Cadignan, on a compris qu'ils allaient embaucher GG, puis maintenant Science, que en gros c'était tous nos potes, L'équipe, tu vois, l'équipe de tueurs que ça allait être. On est, tu vois, des gens qu'on connaît. Francis, on a discuté avec lui, on a fait une vidéo. On est complètement alignés sur les valeurs. Théo, pareil. Et en plus, c'est une boîte qui vend du Bitcoin, qui s'implante en France et qui a besoin d'être vue. On s'est dit, putain, si on fait pas un truc avec eux, on est mort. Mmh. Donc on priait le ciel pendant tout ce moment-là. On a bien discuté avec eux à Surfing. Et dernier jour de Surfing, Théo qui dit à Victor, ouais, on va refuser tous les médias, on va faire de la pub nulle part, on va juste faire ça avec vous. Et genre là, on était en mode, wow, c'est une dinguerie. Enfin! Genre enfin, on va pouvoir mettre en fait, parce qu'on n'avait pas de produit, mais à la fois on touchait que des vues de YouTube, tu vois, on n'avait pas de sponsor. Mmh. Et en fait, quand t'as une activité sur YouTube, sans sponsor, c'est impossible si t'as pas de produit. Et donc, c'est là que l'aventure avec Bull a commencé. Ouais. Je suis en train de faire une énorme connerie. J'ai oublié Consensus Network avec Edouard, qui nous avait fait confiance quand même depuis plus de 6 mois, à ce moment-là. C'est juste que, désolé Edouard, mais il payait très peu. Et c'était logique, tu vois, hein, il payait vraiment à hauteur de l'audience qu'on avait et tout. C'est vrai qu'il nous a fait confiance avant, mais nous, ça nous permettait, en gros, d'autofinancer les vidéos, Yes. mais pas du tout d'en vivre. Mais donc, merci Edouard de nous a fait confiance, surtout qu'on a renoué le partenariat et maintenant, on va beaucoup plus loin avec eux. Donc voilà, on a pu avoir ces 2 sponsors qui en plus se connaissent et s'apprécient, donc on peut avoir les 2 sur les mêmes vidéos, ce qui augmente nos revenus. Trop bien. Et donc à partir de là, on s'est dit: «OK, on peut commencer à générer un revenu», tu vois? On peut commencer à voir un peu le bout du tunnel. On a aussi rencontré, Esprit Cryptique,
qui est un tweetos connu, et Lilian Aliaga, un ancien de Cryptost, avec qui on a parlé à Surfin aussi, et qui ont vraiment aussi changé notre vision. En fait, on se vendait trop plus cher. Genre en vrai, Peu cher, quoi. ouais, en fait, auprès des sponsors, on disait vas-y, donne-nous une pièce, on fait une vidéo pour toi, tu vois. On faisait même des vidéos gratuites sur certains produits. Et là, on s'est dit ok, il faut qu'on arrête. On est très niché, on commence à être connu sur notre sujet, faut qu'on se vende plus cher. Yes. Donc ce qu'on a fait, et au final, je pense qu'on se vend vraiment à notre juste valeur, voire même pas assez. Donc ouais, ça a vraiment été game changer. Et là, on s'est dit ok, on peut commencer à gagner de l'argent. Donc là, on s'est dit ok, on va quitter notre job. Bon, ça a pris un peu de temps, mais là, ça commence à mûrir. Et surtout, le prix de Bitcoin a commencé à exploser. Ouais. Genre là, le prix a commencé, S'aligne, tout s'aligne, et on s'est dit c'est le bon moment. Bitcoin à 100K, c'est peut-être le moment de se barrer là. Donc ouais, je me souviens, en plus, j'ai dit à mon manager le jour où je lui ai démissionné, je lui envoie un message, ouais, tu peux parler. Et je commence, tu sais, sur un ton grave et tout, et il me dit oh ça y est, t'es millionnaire, t'es riche et tout. Je lui dis alors non, mais par contre, je me casse quand même. Et vraiment, ce moment, il était vraiment à mourir de rire. Et donc à ce moment-là, on s'est dit ok, on va pouvoir entreprendre avec How to Bitcoin, mais en vrai, ça atteindra, surtout quand tu as des habitudes de gagner autant d'argent avec un salaire suisse, Ouais. ça financera jamais nos ambitions complètes, tu vois. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire un peu plus de thunes avec tout ça. Ouais, non, c'est bon. Ok. Qu'on fasse un peu plus de thunes avec tout ça. Qu'est-ce qu'on sait faire? En fait, nous, on n'est quand même pas des devs très mauvais. On s'est développé, on sait faire des choses, on a continué à apprendre. En plus, il y a plein d'outils IA, on s'était approprié depuis un certain temps, qui nous aident beaucoup. Ouais. Donc, en fait, on va proposer des services de dev. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est faire juste le tour des gens autour de nous. Et à ce moment-là, en fait, on avait commencé à nouer avec Mathieu Faraco de la chaîne Libre et Riche, Yes. avec qui on avait fait une première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Yes. Et un jour, il me voit sur mon ordi en train de taper du code et tout. Il me fait ah, vous faites du dev et tout? Je lui dis ouais. Et je lui dis, moi, complètement bluff, je suis ouais, on dev des applis, des sites web, on est super chaud et tout. Et il me dit ah ok, bah je vais voir, hein, ça pourrait peut-être nous intéresser, machin. C'était au Be Only 2024. Ok, très ça. Voilà. À un moment, il nous rappelle, il dit ouais, vous savez, nous on fait la production des vidéos pour Idriss Aberkan. On aimerait bien voir avec vous un truc parce que Idriss, il aimerait bien faire une appli mobile. Ok. Et nous, on n'a jamais fait d'appli mobile, mais on lui dit ouais, bien sûr. Let's go. Donc on s'appelle et tout, nous on voit, tu vois, c'est faisable, machin. Et puis on se dit bah go. Donc ils nous font confiance. Voilà, on se met à fond à la caisse. On développe l'app là qui va bientôt sortir. Peut-être que quand cette vidéo sortira, elle sera déjà live. Magnifique. Et donc ça a été en fait notre premier deal, et qui nous a permis d'avoir vraiment là de quoi bien voir l'avenir. Où on s'est dit ok, on encaisse une bonne somme d'argent. Et avec C'est cool. en plus. En plus, avec Idriss Aberkan qui nous fait un contact en plus, on pourra derrière poursuivre la collaboration. Et en fait, suite à ça, on a eu pas mal d'opportunités qui se sont ouvertes. On a commencé à bosser avec toi, on a commencé à bosser avec Consensus Network pour refaire leur plateforme. On a d'autres clients, je vais pas tous les citer, mais avec qui on bosse, Dino, avec qui aussi tu connais, qui propose une plateforme de formation. Et donc on commence à bosser avec pas mal de gens. Donc suite à ça, on a créé notre boîte, Pixelysium Group. Donc en gros, c'est la société mère qui propose donc les services de dev, qu'on propose un peu à tout le monde, et notre partie média avec les 2 chaînes YouTube, donc ProLearning qui fait encore un peu de revenus, et How to Bitcoin, qui est donc notre plus grosse activité média, on va dire. Et là, on cherche à s'entourer de plus en plus, notamment sur How to Bitcoin, parce que c'est ce qui nous rapporte le moins. Donc on essaye de plus en plus de se retirer des parties où on est le moins bon. Donc on fait plus le montage. On va avoir un vrai studio fixe, donc on n'aura plus la partie installation du studio dans le salon. Et la partie même écriture de script, écriture de contenu, là on est en train de s'entourer de mecs qui sont vraiment super chauds, qui écrivent super bien, pour ne plus avoir cette phase d'écriture en amont, et vraiment se dire on va être acteur de nos vidéos, mais c'est le seul truc qu'on va faire pour nous concentrer sur l'activité à côté, sachant que l'activité à côté de dev qu'on a, vu la vitesse à laquelle ça va, pareil, il faut qu'on commence à s'entourer, on commence à voir, on va prendre des stagiaires déjà, toute boîte française doit le faire, et ensuite on verra pour bosser avec des freelances quand on va commencer à être débordé, parce que là ça commence à être chaud. Quand ça va vraiment être chaud, les journées font 24 heures, c'est relou. C'est bon signe, donc merci beaucoup. Super bon interview, et je pense que les gens vont aimer te rencontrer. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, la chaîne d'Abel. Mettez un like. Est-ce que tu peux donner tes réseaux, enfin où est-ce que les gens peuvent... si vous êtes intéressé par les services de dev dont j'ai parlé, c'est pixelysium.com, ou un mail à contact@pixelysium.com.
Notre média howtobitcoin.fr sur internet, sur Twitter X c'est howtobitcoin.fr, sur YouTube aussi, TikTok, Insta, LinkedIn, blablabla. Moi je suis joignable en perso sur LinkedIn, Alexandre Ben Simon. Et puis voilà, hein, et donc ouais, n'oubliez pas de la liker, de mettre un commentaire pour booster la référence. Merci.